Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la végétalisation et la renaturation des cours d'école. Il est 11h30, donc nous allons commencer. Je suis Marianne Alba-Borgna, je suis chargée d'études à la Fabrique de la Cité et je vais vous dire quelques mots de qui on est et de ce qu'on fait à la Fabrique. Donc, la Fabrique de la Cité, on est un think tank, on travaille sur les transitions urbaines. Nous sommes un fonds de dotation qui a été créé en 2010 par le groupe Vinci, qui est notre unique mécène. Et on poursuit une mission d'intérêt général qu'on remplit par la rédaction et le travail sur différents sujets liés aux transitions urbaines. Donc, on travaille sur la mobilité, sur l'énergie, la gouvernance, l'adaptation au changement climatique, mais aussi la nature en ville et divers sujets liés à la transition écologique. Et, donc, dans le cadre de notre programme de travail et dans le cadre de notre production de notes, nous avons travaillé sur la végétalisation des cours d'école et la note, le travail issu de cette démarche paraît aujourd'hui. Elle s'intitule Cours d'école pour un retour du vivant en ville. Vous pouvez voir la couverture sur la slide que je projette et vous trouverez le lien vers la note sur notre site dans le chat. Pour discuter de cette thématique, nous accueillons ce matin pour discuter, pour échanger sur ce sujet, Stéphanie Camy, qui est cofondatrice et co-gérante de l'atelier Popcorn. Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Et Vincent Bourjaïa, qui était directeur général de la Société publique des écoles marseillaises jusqu'à très récemment. Merci à tous les deux pour votre présence ce matin. Bonjour et merci. Merci à vous. Bonjour également. Bonjour Vincent. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler du travail qu'on a conduit à la Fabrique sur les cours d'école. Donc, nous avons travaillé sur le potentiel des cours d'école pour faire revenir la nature et le vivant en ville. Et donc, on a exploré les différents enjeux et les différentes thématiques qui s'articulaient autour de cet espace de cet espace particulier qu'est la cour d'école. Et on a essayé d'explorer dans quelle mesure les cours d'école pouvaient être des lieux privilégiés pour s'adapter. Donc, on a voulu aller au-delà des enjeux plutôt climatiques qui existent bien sûr dans la végétalisation des cours d'école, mais on a voulu avoir un prisme un peu plus large. Donc, on s'est intéressé à dans quelle mesure l'espace scolaire avait des spécificités aussi dont il fallait tenir compte. Donc, d'abord, on a effectivement travaillé sur dans quelle mesure une cour d'école végétalisée, ça peut être bénéfique pour le futur citoyen qui est l'écolier, qui est dans la cour d'école, dans son lieu d'apprentissage et dans sa première construction dans un groupe. Il y fait sa première expérience du social. Donc, ça nous paraissait particulièrement crucial que ça soit dans un cadre agréable et bénéfique. Cet espace peut également devenir une extension de la salle de classe. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une cour d'école qui serait bien aménagée, dans laquelle la nature aurait toute sa place, serait aussi favorable à l'accueil de leçons comme de sciences de la vie et de la terre, mais aussi peut-être de poésie ou d'art plastique. Ça peut être assez vaste. Au-delà des aspects purement d'apprentissage et de construction sociale, on peut aussi identifier de nombreux bénéfices, non seulement pour les écoliers qui évoluent dans cette cour, mais aussi toutes les autres personnes qui y travaillent, donc les équipes enseignantes, les ATSEM, les agents d'entretien, les agents municipaux, qui fréquentent cet espace. Et si cet espace est agréable, végétal, ça peut avoir de nombreux bénéfices pour les capacités cognitives, pour la santé physique et mentale. Et ça permet également d'avoir un rapport et une expérience de la nature dans une société où le rapport au vivant peut être perçu comme assez dispendu, finalement, de générations d'urbains dont les parents sont urbains et les grands-parents sont urbains, parce qu'on a une société qui l'est de plus en plus, se confronter aux insectes, aux plantes, à la terre, au changement des saisons. Ça ne peut être que bénéfique, notamment pour sensibiliser aux questions de biodiversité, avec l'effondrement de la biodiversité qu'on connaît. Enfin, c'est pas là que j'ai commencé, mais c'est aussi un levier pour contribuer à la résilience urbaine. Quand on végétalise, quand on prend un espace plus perméable, on lutte contre la surchauffe urbaine, on améliore la qualité de l'air et on offre aussi des refuges climatiques qu'on peut ouvrir aux personnes qui n'ont pas forcément accès à des espaces plus frais pendant les périodes de forte chaleur qui vont être amenées à se multiplier. Ça permet aussi de favoriser une intensification des usages, puisque
les exigences et les objectifs de sobriété foncière font que voilà, le foncier va se raréfier. Et si on peut utiliser de l'espace scolaire qui n'est pas utilisé en permanence, c'est tout à fait intéressant. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous laisse aller consulter la note qui est en ligne, qui est en ligne dès aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont nous présenter leur vision et les grands enjeux de la rénovation des espaces scolaires. Et je vais d'abord céder la parole à Vincent Bourjaïa qui va nous parler du plan école de Marseille, donc de la rénovation des écoles marseillaises et de comment cette rénovation du bâti s'est articulée avec un travail sur les cours d'école. Merci Vincent. Oui, donc bonjour à tous. Donc, Marianne, si vous voulez bien me mettre la présentation. J'y suis. Alors, on voit la vôtre encore. Alors, en attendant que ça arrive, Je vais régler ça. en attendant que ça arrive, donc un petit propos liminaire. Donc, l'intervention elle est en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu du plan école en général. Et puis après, on aura un exemple pour illustrer le sujet. Alors, ce qui est intéressant pour parler du plan école, c'est qu'effectivement, c'est un plan à grande échelle sur l'intervention sur un patrimoine scolaire. Ce qui est un grand avantage pour une collectivité, c'est de pouvoir intervenir de manière massive, qui a aussi des inconvénients et des défauts, puisque ça traite de beaucoup d'enjeux. Et donc la question des cours d'école, c'est ce que je vais vous présenter, est un enjeu parmi d'autres, n'est pas forcément l'enjeu prioritaire du travail. Est-ce que vous pouvez passer sur la première? Donc, alors, quelques mots quand même pour vous parler de quel est ce plan école dont vous avez peut-être entendu parler. Allez-y. Euh, alors, historiquement, ce plan est parti d'une sorte de déficit pendant de nombreuses années d'entretien de la part de la ville de Marseille sur son patrimoine scolaire, avec un point de départ qui a été effectivement la une de Libération en février 2016, pardon, titrant effectivement sur les écoles de Marseille comme la honte de la République, avec moult photos effectivement montrant la dégradation de ce patrimoine à travers l'ensemble de la ville. Donc ça, c'est le point de départ. Donc ensuite, il y a un chemin qui a fait que le projet a mûri. Est-ce que vous pouvez passer à la suivante? Et donc, on est arrivé à un plan qui, effectivement, est d'une ampleur sans précédent en France, puisque, en fait, à Marseille, alors, il y a 470 écoles publiques. Peu importe le chiffre, ce qui est important, c'est de mesurer que ça touche énormément de monde, puisqu'en fait, en moyenne, il y a environ 75 000 élèves qui sont accueillis par an dans les établissements. Il y a presque 4 000 personnels de l'éducation nationale qui y travaillent. Et il y a plus de 3 000 agents municipaux qui y travaillent. Donc c'est un plan qui a un impact social comment dire, et sur la vie quotidienne de beaucoup d'habitants. Donc c'est un enjeu politique important. Et donc le plan a trois grands objectifs. Donc résorber le déficit d'entretien du bâtiment, remettre de l'ordre un petit peu dans les programmes fonctionnels, parce que bon, je pense que pour ceux qui ont déjà travaillé sur des écoles, on sait très bien qu'au fur et à mesure du temps, on change un petit truc, on construit un bout, une extension, les grandes fonctions perdent un peu de leur logique. Et puis enfin, il y a un dernier enjeu qui est de résoudre certains déséquilibres géographiques. Pour le dire très très caricaturalement, Marseille, il y a la partie nord qui est plutôt une partie pauvre et la partie sud qui est une partie plutôt privilégiée. Et aujourd'hui, il y a plus d'offres scolaires que d'habitants dans la partie sud et il n'y a pas assez d'écoles pour le nombre d'habitants dans les quartiers nord. Voilà, donc il y a un enjeu de rétablir un peu une égalité d'offres scolaires. Pour la suivante. Donc c'est un plan qui comporte deux volets. Donc il y a un volet de rénovation lourde qui a fait l'objet d'un montage particulier avec les créations d'une société ad hoc. Donc c'est ce qu'on appelle le volet 1. Et à côté, la ville de Marseille essaye aussi de gérer un plan, on va dire, de rénovation plus légère de tout le reste des bâtiments scolaires, de manière à ce qu'il n'y ait pas on va dire qu'il y ait une sorte d'égalité
de traitement et que l'ensemble du patrimoine scolaire bénéficie de manière plus ou moins importante d'un plan de rénovation et de réparation. Donc, ce qu'on appelle les opérations complexes d'un côté et les opérations simples de l'autre. Alors, nous avons perdu la présentation. Marianne, je ne vois plus la présentation. Pardon, on a eu un petit cafouillage. Je vous la remets tout de suite. Désolée. Parfait. Donc, suivante. Ouais, j'arrive. Ouais. Voilà, et donc pour gérer ce plan-là et donc ces opérations de rénovation lourdes, donc il y a eu création d'une société de projet ad hoc, donc sous la forme d'une société publique, donc SPL, qui effectivement est avec deux actionnaires, l'État et la ville de Marseille, pour effectivement mettre en œuvre ce projet. Le tout s'inscrivant c'est bon, voilà, dans ce qu'on appelle la démarche Marseille en grand, qui est un peu l'équivalent de la démarche Grand Paris d'il y a une vingtaine d'années sur la région parisienne, dont effectivement le plan école et le volet éducation est l'un des pans importants de mise en œuvre. Continuons. Alors, la mise en œuvre d'un tel projet, forcément, on ne peut pas faire autant d'écoles d'un seul coup. Donc, on a structuré le projet en ce qu'on appelle des vagues d'opérations, donc des groupes d'opérations qui sont lancés année par année. Donc, aujourd'hui, allez-y, Marianne. Il y a trois vagues qui ont été engagées. Donc, il y a une vague, une sur lesquelles il y a déjà des premières livraisons, une vague 2 qui sont dans des phases de conception et de choix d'équipes d'entreprise, et puis il y a une vague 3 qui est en étude préalable et en cours de pré-opérationnel. Et normalement, il y a une vague 4 qui arrive en début d'année prochaine. Donc voilà, les choses s'empilent et s'amplifient au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet. Un peu de cartographie. Donc ça, c'est les écoles de la vague 1. La vague 1, c'était clairement une vague dont l'objectif était de rétablir de l'offre scolaire dans les quartiers nord. Donc c'est essentiellement des projets dans le centre-ville et dans les quartiers nord. La vague 2, c'est un peu la même chose, c'est un peu la prolongation avec un nombre plus important d'écoles, puisqu'on a 16 sites de rénovation ou de construction neuve à mettre en œuvre. Et la vague 3, c'est une vague, on va dire, qui là, commence à étendre le périmètre à l'ensemble de la ville et qui commence à toucher des patrimoines et des bâtiments qui sont qui sont aussi dans les quartiers centre et sud et centre-ouest. Voilà, et au cumul, aujourd'hui, donc ça commence à faire une jolie cartographie patchwork avec effectivement bon, voilà, l'ensemble des sites scolaires qui ont été confiés à la société publique pour leur rénovation, leur démolition, reconstruction. Alors, pour en rentrer maintenant un peu plus dans le sujet, effectivement en lien, comment la problématique des cours d'école a été intégrée dans cette démarche-là. Donc là, je vous ai remis la slide qu'on présente dans toutes les réunions de concertation où on explique un petit peu comment nous, on prend le projet et quels objectifs on porte. Donc il y en a cinq, enfin on en a choisi cinq. Le premier, et c'est le point de départ, c'est la question de la rénovation, de la modernisation et de l'optimisation du bâtiment, du patrimoine bâti. Donc ça, c'est le point de départ. Le deuxième point, donc on a intitulé ça une contribution du projet à l'adaptation au changement climatique, puisqu'on sait que l'intervention sur les bâtiments est quand même un levier extrêmement important pour participer à l'adaptation au changement climatique. Le troisième élément, c'est la participation des écoles à l'amélioration du cadre de vie de proximité des Marseillais. Bon, ça, vous le savez, je pense tous, l'école, c'est un lieu de sociabilisation pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ce qui se passe devant les parvis des écoles est important, ce qui se passe pendant le périscolaire, voilà. Et à Marseille, c'est souvent quelque chose qui est un peu plus difficile
Notamment, alors pour ceux qui connaissent, parce qu'en général, il n'y a pas de parvis d'école à Marseille. À Marseille, en fait, devant les écoles, il y a un petit trottoir. Il y a pas beaucoup de rue des enfants. Et donc, voilà, il y a un enjeu de travailler effectivement sur la connexion de l'école à l'espace public et d'offrir aussi donc des équipements publics qui soient ouverts en dehors des temps scolaires. Le quatrième objet, le quatrième objectif, c'est un objet, on va dire, plus, on va dire, pédagogique. Alors, nous, on l'a formulé d'une manière un peu diplomatique en disant que nous, en tant que société, on pouvait aider à redonner une égalité d'accès au service public de l'éducation nationale et promouvoir l'innovation pédagogique. On s'est bien limité à ne pas aller plus loin que ça. C'est pas les constructeurs qui vont faire les nouveaux programmes, c'est pas les espaces qui vont définir la manière de faire cours. Mais voilà, on a dit auprès des communautés éducatives, nous, on a un programme, on a de l'argent, il y a une capacité. Vous pouvez vous en saisir pour développer des projets dans lesquels on va porter des innovations pédagogiques. Et c'est un objectif qu'on a mis vraiment de manière importante parce que, bon, on le verra après, la question de l'appropriation des projets est extrêmement importante. Et donc, si les utilisateurs ne sont pas directement impliqués dans le projet, effectivement, il y a des risques que ça ne marche pas aussi bien que prévu. Dernier élément, donc la contribution à l'emploi, attractivité de la renommée du territoire marseillais. Donc là, ça c'est plus un peu un objectif un peu général qui est moins lié au projet lui-même et plutôt lié à la dynamique générale sur Marseille. Et donc je vais finir cette première intervention donc en reprécisant pour chacun de ces objectifs comment on les a pris et comment on les a priorisés. Alors, la question du bâti scolaire, c'est clairement l'entrée dominante. C'est une approche technique, c'est une approche d'ingénieur. Il y a des référentiels qui font des centaines de pages et qui disent précisément tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est une donnée d'entrée qu'on a pris telle quelle et qu'on n'a pas contestée, euh, mais qui effectivement pèse beaucoup sur la manière de concevoir les projets, puisqu'effectivement, on part d'abord d'une approche technique. Ensuite, on a mis en deuxième ordre de priorité la question effectivement de l'amélioration, la participation au cadre de vie de proximité. Je t'ai dit un peu tout à l'heure, c'est vrai que très très fréquemment à Marseille, le lien avec l'espace public de l'équipement scolaire est de très mauvaise qualité. Donc on a beaucoup travaillé effectivement à bien travailler le positionnement des équipements qui sont ouverts sur le quartier, donc notamment les gymnases et les bibliothèques. Et puis, à chaque fois qu'on a eu l'occasion, on a milité effectivement pour qu'il y ait des rues des enfants qui soient faites à proximité des écoles pour sécuriser les accès et donner de la convivialité à ces espaces publics. Donc, le troisième axe, c'est donc la question effectivement on va dire, l'innovation pédagogique. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, on n'a pas cherché, nous, à faire de l'innovation à partir d'un bâtiment, c'est pas notre sujet. Mais par contre, on s'est dit, il y a un vrai matériau sur lequel on peut travailler sur le pédagogique. Et ce qu'on a, nous, pris comme accroche, on va dire, dans le dialogue, c'est dire qu'en fait, le plan école et un projet de rénovation d'école, c'était un projet de développement durable. Et donc, ça pouvait nourrir des projets pédagogiques portés par les enseignants. Alors, soit à l'échelle d'une classe, soit à l'échelle d'un établissement. Parce que, effectivement, c'était du concret, du réel. Et effectivement, Marianne, tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la retour, de la relation au vivant. Voilà, quand on a un chantier qui se passe, effectivement, c'est une bonne manière de pouvoir apprendre à travailler sur effectivement pourquoi on fait tel chantier, pourquoi tel matériau, qu'est-ce que ça apporte. Et puis, autre point, on a essayé de faire monter effectivement la question de l'expérience d'usage, parce que dans les précédentes expériences de la ville de Marseille, il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles, en fait, des projets pensés justement dans une approche d'ingénieur se sont confrontés à des difficultés d'appropriation, voire des refus d'appropriation de la part des équipes enseignantes une fois qu'elles étaient livrées.
Donc on a essayé à travers notre démarche et puis à travers des systématisation de concertation, effectivement, d'intégrer la question de l'expérience de l'usager dans la conception et la réalisation des projets. Et puis, dernier élément qui se raccroche, c'est la question du changement climatique, pardon, sur lesquels, effectivement, s'intègre un peu la question des cours d'école. Donc, contrairement au bâtiment, sur les cours d'école, il n'y a pas de cadrage réel de la part de la ville de Marseille. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de référentiel. Il y a juste quelques grandes orientations qui sont données. Et donc, nous, pour le faire progresser, on l'a notamment approché plutôt par le confort d'été, plutôt que effectivement par la cour oasis ou par la relation à la nature, puisqu'effectivement, à Marseille, la question on va dire, de l'usage et par rapport au changement climatique, c'est effectivement, c'est pas trop lutter contre c'est pas être bien chauffé en hiver, parce que l'hiver, il est très court, mais c'est vraiment le confort d'été, la capacité de résister aux épisodes caniculaires. Donc, on a plutôt pris cet angle-là pour intégrer cette dimension des cours d'école. Bon, voilà, donc pour résumer, hein, grand avantage d'un plan de cette ampleur-là, c'est qu'effectivement, on peut traiter beaucoup de choses et progressivement, on peut apporter beaucoup de matériaux à beaucoup d'acteurs. Inconvénient, c'est qu'on ne peut pas tout traiter au même niveau. Et donc aujourd'hui, la question des cours d'école est quelque chose qui n'est pas encore aussi structuré et aussi bien organisé que ne le sont la question de la rénovation des bâtiments et je dirais les autres sujets, relations au quartier et puis implication des communautés éducatives. Voilà pour cette introduction liminaire sur le plan école. Merci beaucoup. Ça me donne une très bonne transition pour la prochaine intervention de Stéphanie. On voit que voilà, la question du patrimoine et de l'état du patrimoine, ça peut être un déclencheur de l'intérêt qui en découle pour les cours d'école. Vous travaillez en tant qu'assistance à maîtrise d'usage sur ces espaces. Quelles spécificités vous identifiez sur ces espaces-là et quelle est la méthode que vous utilisez pour ce travail-là? Stéphanie, votre micro est coupé. Pardon. Oui, merci Marianne et merci Vincent pour cette présentation. Peut-être quelques mots parce que on parle d'assistance à maîtrise d'usage et c'est quand même un métier relativement nouveau. Nous, notre métier, c'est effectivement de défendre, d'encourager et d'accompagner la place des usagers dans les projets, qu'ils soient bâtis ou non. Donc tout ce que Vincent a expliqué, effectivement, nous, on défend la troisième voie des projets, c'est-à-dire que il y a la maîtrise d'ouvrage qui pense le projet, qui lance le projet, qui le finance. Il y a la maîtrise d'œuvre qui le conçoit. Et nous, on défend la place de la maîtrise d'usage, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent les lieux et qui ont une place et une voix prépondérante pour faire avancer le projet et qui se déroule de la meilleure façon possible. La spécificité peut-être, pour expliquer peut-être pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est que l'atelier Popcorn, qui est du coup une scope basée à Lyon, a la spécificité de donner la parole à tous les usagers, y compris celles et ceux qu'on entend peut-être moins dans le débat public, les enfants et les jeunes. Et travailler sur les cours d'école, c'est travailler avec eux en premier, puisqu'ils sont premiers usagers des lieux. Et donc, on a accompagné aujourd'hui plus d'une trentaine de cours d'école auprès de grandes villes comme Lyon, Grenoble, Villeurbanne, mais aussi auprès de petites communes rurales qui ont les mêmes besoins de repenser ces espaces-là, de repenser les liens enfants-nature, de développer une nouvelle pédagogie, de retravailler les liens sociaux dans ces espaces. Parce que la spécificité de ces cours d'école, nous, on les présente souvent comme des micro-espaces publics. Ils se jouent dans les cours d'école ce qui va se jouer plus tard dans l'espace public. Les enfants, quand ils s'y retrouvent,
On va avoir les plus jeunes et des plus anciens, des enfants qui sont à l'aise en groupe, d'autres qui recherchent plutôt à être tranquilles en petits groupes ou seuls. On va retrouver des leaders, des suiveurs, des jeux collectifs, des jeux d'exploration, de manipulation, des jeux calmes. Tout ça doit cohabiter dans un espace relativement réduit et avec des règles. Et donc pour travailler sur ces cours d'école et travailler avec l'ensemble des publics, parce que je parle des enfants, mais évidemment, on associe ceux qu'on appelle les acteurs éducatifs, que ce soit les équipes enseignantes, les animateurs périscolaires, les directions d'école, mais aussi les services techniques, les agents municipaux des collectivités. Tout cela ont une voix à donner dans le projet pour élaborer le programme à destination de la maîtrise d'œuvre. Et c'est bien dans ce sens-là que ça doit se passer et pas dans l'autre. On a souvent tendance dans les projets à aller recueillir la parole des usagers à un instant T et puis derrière, le projet suit son cours de manière classique. Le principe de la maîtrise d'usage, c'est plutôt que ce soit pas une étape, mais un processus. Donc, on va développer une méthode et des outils. Alors, d'abord penser pour qu'ils soient appréhendés et compris par les plus jeunes, parce qu'on travaille sur les cours d'école, y compris en maternelle, en associant les enfants en maternelle, et c'est tout à fait possible. Donc, on pense d'abord les outils pour que les enjeux soient compris par les enfants. Et puis, évidemment, qu'on rentre un peu plus dans les détails et qu'on donne un peu plus de sujets techniques en fonction des publics qui jalonnent, qu'on associe et qui jalonnent un peu ce processus-là. Puisque la maîtrise d'usage, elle vient bien d'abord sur de la sensibilisation. Travailler sur ces cours d'école, c'est d'abord comprendre pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on fait tout ça? Et auprès des enfants, c'est assez simple de leur expliquer. Nous, on leur dit, il y a 3 raisons de transformer votre cours d'école. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, la petite goutte d'eau qui est dans le nuage au-dessus de votre tête, elle s'écrase dans votre cours d'école et elle reste là, elle rejoint jamais la rivière, la mer, l'océan, les rivières, les fleuves. Et que l'enjeu de ces cours d'école, c'est de permettre à notre petite goutte d'eau de faire son voyage en entier. Ça, c'est notre introduction. Notre deuxième raison pour les enfants, c'est qu'il fasse moins chaud dans les cours. Effectivement, vous l'avez dit, il y a un enjeu de retrouver de la fraîcheur, en particulier en ville. Mais quand on regarde les cours d'école à la campagne, elles sont goudronnées autant qu'en ville. Et certes, il y a de la fraîcheur autour, mais il n'y a pas de raison que la cour d'école dans un village, ce soit un parking goudronné et que les enfants soient sur une plancha pendant qu'ils sont en récréation. Donc, il y a l'enjeu de fraîcheur. Et puis, la troisième raison, et peut-être qui est tout aussi importante et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que on leur dit, il faut que dans cet espace-là, vous vous sentiez bien et que pour l'instant, vous êtes en train de créer les souvenirs et on veut que vous gardiez de jolis souvenirs de jeux dans ces espaces-là, que chacun d'entre vous soit bien, que chacun d'entre vous ait sa place et que chacun d'entre vous trouve des jeux qui lui correspondent à son moment dans la journée, à son moment, à son âge aussi, et que on n'a pas les mêmes jeux quand on est en CP et quand on est en CM2, et il faut qu'on puisse partager un petit espace. Voilà un peu les grandes spécificités, on va dire, d'intervenir sur les cours d'école. Donc, on intervient sur de la sensibilisation, on intervient sur l'élaboration du programme qu'on transmet ensuite à la maîtrise d'œuvre en lien avec la collectivité qui, effectivement, a souvent aussi des éléments de programme à communiquer. Et puis ensuite, on suit le projet, c'est-à-dire que on va faire le lien avec la maîtrise d'œuvre pour être sûr que sa première esquisse, elle correspond, elle intègre bien les besoins des usagers exprimés. Et on vient dialoguer sur le terrain avec la maîtrise d'œuvre et les usagers pour corriger le projet en phase étude. On peut associer aussi les usagers en phase chantier pour
pour la période de plantation, par exemple. Et puis, on accompagne jusqu'à l'appropriation des lieux après livraison, voire à l'évaluation. Et c'est bien tout ce processus-là qui est indispensable aujourd'hui dans la manière de repenser les cours d'école et pas uniquement de demander à un instant T aux enfants, alors votre cours rêvé, ça serait quoi? Parce que là, globalement, le résultat risque d'être assez décevant, à la fois dans la frustration que ça va générer chez les enfants et dans l'appropriation future du lieu. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Marianne? Tout à fait. Beaucoup, c'était très clair. Euh, alors, on a pris un peu de retard, mais on va quand même prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat et j'en profite pour rappeler que si vous en avez, n'hésitez pas. On les prend ensuite à la fin de ce moment. Donc là, on a des questions pour vous, Vincent. Il y a une question sur les stratégies sur les écoles privées marseillaises, mais qui ne rentrent pas, enfin, est-ce qu'elles rentrent dans le scope de la société publique des écoles marseillaises? Alors non, les écoles privées ne sont pas dans notre scope. Et par ailleurs, à Marseille, mais je pense comme dans beaucoup d'autres villes, c'est un peu un impensé. C'est un peu un tabou, un sujet tabou, les écoles privées. Nous, on a formulé l'espoir que en améliorant la qualité de l'offre scolaire publique, il y aura une partie des parents qui remettraient leurs enfants dans l'école publique plutôt que de les mettre dans le privé pour éviter, on va dire, le côté négatif, ou en tout cas la vision négative qu'ils peuvent avoir de l'offre dans le public. Ouais. Une deuxième question, merci. On nous interroge on vous interroge sur les critères de priorisation pour les différentes interventions, en fonction des vagues, j'imagine. Ouais, Lesquelles alors ont été... alors c'est une sorte de mélange de différents éléments que j'ai donnés. Il y a des situations techniques et puis il y a des dysfonctionnements majeurs. Donc ça, c'est un premier critère, c'est quand une école vraiment ne fonctionne plus. Ensuite, donc, il y a des critères, on va dire, géographiques, qui sont aussi des critères politiques, c'est-à-dire là où il y a le besoin qui se fait le plus. Et puis après, il y a un critère aussi, on va dire, d'équilibre entre les différentes parties de la ville. C'est un petit peu ce que j'ai montré là dans les cartes. Bon, mais on va dire que c'est pas le volet qui est le plus, c'est pas la plus grande qualité du projet d'être explicite sur la manière dont les choses sont priorisées. Et on va dire que ça, c'est un sujet un peu différent. Euh, Peut-être que je peux compléter, Vincent, enfin pour ouais, bien sûr. avoir connaissance d'autres fonctionnements. En tout cas, la priorisation de ces projets cours d'école pour certaines collectivités, certaines passent par on va dire, des appels à manifestation d'intérêt. C'est les écoles qui candidatent auprès des collectivités Mhm. qui s'estiment motivées pour se lancer dans ce type de projet et y prendre leur part. C'est le cas, je crois, à Strasbourg. À Lyon, Mhm. on va dire que c'est multicritère le choix, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le regard de l'urgence, le déficit d'espace vert en proximité, par exemple, qui fait que ça va être un premier critère. La motivation, effectivement, des équipes pédagogiques ou des parents d'élèves à suivre le projet. Et puis, une forme d'égalité territoriale pour que, c'est une ville Mhm. comme Marseille divisée en arrondissements, pour que chaque arrondissement puisse bénéficier de cours nature, c'est le nom à Lyon. À Grenoble, c'est encore un autre fonctionnement. Mhm. euh, et, et le sujet cours d'école est jamais décorrélé du sujet parvis. Mhm. Ils appellent ça place aux enfants. Donc Ouais. finalement, le sujet est traité de intérieur-extérieur. Mais c'est vrai que Mhm. d'une ville à l'autre, c'est assez différent sur la priorisation de ces projets-là. Il y a plein d'autres Mhm. questions qui arrivent dans le chat. Marianne, je propose de répondre. Il y a eu une question sur le genre. Je rebondis dessus.
j'ai rebondi dessus parce que effectivement, j'ai été assez rapide, mais nous, on explique que ces cours d'école et ces fameux micro-espaces publics qu'on appelle et préfigurant les comportements des adultes plus tard. C'est pour ça que c'est aussi urgent de travailler ces cours d'école. C'est que effectivement, il y a des enjeux environnementaux, on en a parlé, il y a des enjeux pédagogiques, Vincent en a parlé tout à l'heure, et puis il y a des enjeux sociaux extrêmement forts, et la question du genre, elle est effectivement prépondérante. Et il y a des travaux de recherche aujourd'hui très bien documentés. J'allais dire, je peux que souligner le travail d'Edith Marvejols sur cette question de la place des filles et des garçons, de l'occupation genrée de l'espace en fonction du type de jeu. Et l'enjeu du réaménagement de ces cours, il est effectivement aussi de repenser les usages de ces cours et une meilleure répartition des espaces. C'est ce que nous, on traite. Alors, on ne parle pas forcément de genre avec les enfants, mais quand on dit il faut que chacun trouve sa place, eh ben, voilà, qu'on soit une fille, un garçon, à l'aise en groupe ou pas en groupe, qu'on soit porteur d'un handicap ou non, qu'on ait un besoin pédagogique particulier ou non. Voilà, tout ça, c'est effectivement des questions essentielles et qu'il ne faut pas oublier dans ce sujet des cours d'école. Même si la porte d'entrée de beaucoup de collectivités, c'est les enjeux climatiques et environnementaux. Et d'ailleurs, sur le sujet des questions sociales, il y a aussi Valérie Lehmann qui interroge sur la manière dont sont prises en compte d'autres problématiques comme le harcèlement scolaire. Alors, je ne sais pas quelles autres elle inclut dans sa question, mais voilà, de quelle manière on peut aussi se saisir de ces autres thématiques à l'occasion des réaménagements de ces espaces. C'est certain, hein, j'allais dire, je vous laisse la parole ensuite, Vincent. C'est certain que réaménager ces espaces-ci viennent très vite les questions de climat scolaire. On a des tensions qui sont existantes dans les cours d'école et les résultats, on voit les évaluations qu'on a pu mener, parce que ça fait maintenant quelques années que ce sujet des cours d'école a été initié par un certain nombre de collectivités, donc on a les retours aujourd'hui. Et on voit bien que les climats scolaires après réaménagement sont beaucoup plus apaisés, qu'on a une diversité et une mixité de jeux bien plus importante. Ça ne veut pas dire, parce que souvent on fait le raccourci, on l'entend beaucoup, qu'il n'y a plus de foot dans les cours d'école. C'est faux, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, il est de redonner une capacité aux enfants de pouvoir imaginer, créer de nouveaux jeux. Et de pouvoir finalement avoir un temps de récréation et d'activité périscolaire. J'insiste là-dessus parce que la majeure partie du temps passé par les enfants dans les cours, c'est sur les temps périscolaires, hein, c'est pas sur les temps scolaires. Les temps de récréation, ils sont extrêmement courts. Donc c'est entre midi et deux, c'est le soir après l'école, voire le matin avant d'arriver à l'école. Et donc ces temps-là, il faut qu'ils soient les plus sereins possibles. Et la question du climat scolaire, elle vient très très vite sur la table des discussions des équipes pédagogiques, des acteurs éducatifs. Et donc, ça contribue effectivement à améliorer, en tout cas significativement, le climat scolaire des écoles. Oui, je peux compléter effectivement dans nous tout le travail qu'on a fait avec les équipes pédagogiques. La question des cours pour tout le monde, elle est vraiment portée par quasiment toutes les équipes enseignantes. Effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est il faut que chacun, enfin, comme Stéphanie vous disiez, il faut que chacun trouve sa place. Donc il y a la question effectivement du genre, il y a la question des jeux de ballon qui ne doivent pas prendre trop de place, il y a la question des zones de repos pour être tranquille. Il y a la question de toutes les formes de handicap qui revient souvent. Alors, c'est pas que des handicaps moteurs, mais c'est aussi la capacité pour certains troubles, notamment les troubles du spectre autisme, d'être dans la cour tout en étant à distance des autres. Enfin, c'est assez. Enfin, moi, je trouve que dans les, en tout cas de l'expérience, c'est que les équipes pédagogiques, elles portent vraiment très, très fortement cette question de la capacité de la cour d'école à faire société, en fait. Enfin, on peut peut-être le dire autrement. Et que tout le monde ait sa place et qu'il n'y ait pas d'appropriation
par un groupe plutôt que par un autre. Voilà, après, alors la manière dont ça se traduit spatialement, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, ces questions-là, puisque c'était un peu la question qui était posée, elles sont très, très, très fortement portées quand on est dans les phases de concertation avec les communautés éducatives. Marianne, je me permets de répondre à la question, l'assistance à maîtrise d'usage est-elle rémunérée? Alors oui, heureusement, sinon je ne serais pas là. Oui, heureusement qu'elle est rémunérée. C'est malgré tout, c'est vrai que c'est un nouveau métier et donc il faut encore beaucoup défendre le fait que c'est une nécessité de pouvoir organiser ce dialogue entre les usagers, les maîtrises d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et donc notre métier, c'est de développer des outils et des méthodes pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et de nourrir un projet collectif et porteur de sens. Donc oui, c'est un métier à part entière, l'assistance à maîtrise d'usage. J'allais dire, il y a même, je vous invite, Philippe, à aller regarder, il y a une association nationale qui s'appelle Réseau AMU France, que vous trouverez facilement et qui défend ce métier. Il y a d'autres questions sur le suivi après livraison de la cour? On répondra peut-être dans la suite de vos présentations. Peut-être que je peux vous proposer qu'on enchaîne. Et si jamais vous avez des questions et que vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous avez trouvée, n'hésitez pas à nous le redire. On reprendra les questions à la fin du temps, si ça vous convient. Tout à fait, tout à fait. OK. Du coup, on va reprendre, et c'est Vincent qui reprend la parole pour justement nous présenter des retours d'expérience à l'issue des premières vagues de livraison des écoles, des cours d'école et des écoles réaménagées dans le cadre du plan École de Marseille. Je vous partage votre présentation et je... Alors, merci. Alors, on va passer sur la slide d'après. Ça va arriver. Voilà, la suivante. Voilà, donc juste petit rappel par rapport, pour refaire le lien avec tout à l'heure, la cour d'école, c'est un sujet parmi d'autres, et donc nous, on l'a plutôt approché par la question du confort d'été, du projet pédagogique et de l'expérience usagée. Alors, donc sur la vague 1, il y a eu 3 livraisons. Marianne, passons. Encore. Donc voilà. Donc juste petit rappel en fait, parce que ça compte quand même dans la manière dont on doit analyser le projet. On est sur des opérations qui ont été initiées donc, en 2019, en 2021. Donc il y a 2 MOP et 5 opérations en MGP. Ça me permet de répondre directement avec une des questions, c'est pour moi, il n'y a pas de différence sur le traitement de la maîtrise d'usage quand on est en MOP ou en MGP. Ça dépend du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que si le maître d'ouvrage il dit au titulaire de MGP, c'est un sujet important, eh ben, le titulaire du MGP va le traiter. S'il n'en parle pas, effectivement, il n'y aura pas beaucoup d'efforts là-dessus. On est sur des projets, donc sur les premiers projets avec des budgets qui sont assez confortables parce qu'il y avait un enjeu de visibilité du projet. Et on est plutôt effectivement sur des projets où c'est les entreprises qui ont proposé des projets des cours d'école. C'est pas tant la collectivité qui a imposé son cahier des charges. On a eu des concertations qui étaient encore un peu aléatoires avec les équipes éducatives, parce que c'était parti comme ça. Et puis, on était aussi sur un sujet, mais là, c'est très marseillais, de problème de confiance entre les équipes éducatives et la municipalité, puisqu'il y a une histoire, il y a quand même il y a un passif. Voilà. Et donc, les cours d'école sont aussi un terrain dans lequel on reconstruit, on reconstruit un dialogue avec les communautés éducatives. Allez-y, Marianne. Donc, juste les exemples des 3 écoles qui ont été livrées. Donc, ça, le groupe Marceau dans le 3e arrondissement. Allez-y. Le groupe scolaire Malpassé, donc dans le 14e arrondissement, en quartier sensible, j'en ai parlé. Et puis, 3e exemple, donc 3e école qui a été livrée, le groupe scolaire Égalade, qui est dans le 15e arrondissement, dans les quartiers nord aussi. Alors, j'ai fait un petit focus là sur Malpasser-les-Oliviers parce que c'est l'opération sur laquelle il se passait le plus de choses, en bien et en mal. Et donc, c'est plutôt c'est l'opération qui est la plus riche. Alors,
Rapidement, donc on est sur une opération qui est dans un site en quartier de rénovation urbaine, une rénovation lourde avec une rénovation d'un bâtiment GEP et puis une démolition-reconstruction d'un second bâtiment, des travaux en site occupé, donc avec un phasage des travaux et une école provisoire sur site, un groupe scolaire important avec une création d'un gymnase, et puis donc un projet qui est mené en marché global de performance avec un mandataire qui est le groupe Carifaya et qui a clairement bien joué le jeu de ces questions de prise en compte de maîtrise d'ouvrage, enfin de maîtrise d'usage, parce qu'ils ont bien compris que c'était un sujet qui ne pouvait pas être négligé, et que comme ils ont l'entretien et la maintenance pendant 5 ans derrière des espaces dont les cours d'école, ils ont plutôt intérêt à ce que ce qu'ils produisent soit bien approprié, bien utilisé par les occupants. Alors, quelques images derrière. Donc là, on voit la situation au démarrage. Donc, image classique hein, d'une cour d'école qui est simplement une couche de bitume et absolument rien de qualitatif, à part quelques petits jeux posés par-ci, par-là. Donc, le projet tel qu'il a été conçu avec des cours d'école qui sont au cœur du projet. Là, on est clairement dans une conception de l'école qui est un peu l'école cloître, qui protège un peu les enfants de la société. On rentre dans l'école et on est dans un autre monde, un peu protégé de la société. Et donc avec deux cours d'école, une cour d'école pour les primaires et une cour d'école pour les maternelles, clairement dissociées, parce qu'il y a effectivement, c'est une demande, enfin, je pense que ça, Stéphanie, vous pourrez le confirmer, c'est une demande récurrente des équipes pédagogiques. On veut qu'il y ait une distinction très claire parce qu'il y a des âges très très différents entre effectivement un grand CM2 et un petite section. La cohabitation ne se fait pas forcément facilement. Continuons. Bon, voilà quelques images du projet. On va passer. Euh, Sur le principe d'aménagement des cours, qui est le sujet qui nous intéresse. Alors, tout d'abord dire que le projet d'ensemble, selon les architectes, a été inspiré de la démarche La Ville des enfants. Je ne sais pas si vous connaissez cette démarche, mais qui est portée initialement par des villes italiennes. Donc, essayer de concevoir les projets en se mettant à hauteur de vue des enfants. Donc, sur les principes d'aménagement, donc séparation claire des cours d'école élémentaire. Donc, un ombrage apporté par une grande coursive extérieure, ça c'est le climat méditerranéen qui l'oblige. Donc, la conservation des grands arbres existants. Donc, vous allez voir après avec les plans, donc des zones distinctes pour les différents usages et une très grande richesse et diversité de matériaux utilisés pour les espaces. Donc, la terre, les copeaux, les gravillons, la pierre, les surfaces souples aussi, j'ai oublié de les mettre. Donc, un enjeu de certains espaces qui sont conçus comme des nœuds de récupération des eaux pluviales et un principe qu'avaient posé les architectes que vous allez voir s'est confronté en fait à la réalité d'usage. Peu de protection. En fait, le projet initial ne comportait pas ou peu de protection des espaces plantés. Et donc, notamment cette partie-là avait fait l'objet d'interrogations dès le départ par les directrices d'école dans les phases de concertation amont par la ville. La suivante. Voilà, donc voilà un peu le plan. Alors c'est un peu, j'imagine que c'est un peu compliqué pour vous de voir à l'écran, mais enfin, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement les architectes ont cherché effectivement à différencier très fortement les espaces de manière à permettre d'accueillir effectivement différents usages et à permettre de séparer, enfin, entre guillemets, enfin, de permettre à chacun de trouver sa place. Et on voit dans la partie sud donc des grandes zones en nous, donc qui sont des zones herbacées et qui n'étaient pas protégées au démarrage. Alors, quels sont les sujets qui ont été rencontrés dans cette mise en œuvre du projet? Alors, on a eu un petit problème d'appropriation par les personnels éducatifs qui était lié donc à la conception initiale et aussi par le fait que, bah, comme on est sur des projets, les premiers projets qu'il fallait livrer, on les a livrés très très vite. Donc forcément, on a moins pris le temps de discuter avec l'utilisateur. D'un autre côté, on s'est rendu compte que la communauté éducative avait assez peu anticipé
l'évolution des cours d'école et n'avait pas porté ou n'avait pas imaginé de projet pédagogique en lien avec cette conception des cours d'école. Et par ailleurs, très vite, dès les premiers jours, ce qui a été remonté, c'est la crainte des accidents. Effectivement, avec voilà, des premières chutes qui ont eu lieu, la gestion des petits matériaux, notamment les copeaux. Voilà, alors ce genre de sujet est plus qu'ailleurs à Marseille médiatisé, porté, puisque voilà. Mais voilà, n'empêche que je pense que c'est un vrai sujet, la question effectivement de l'accidentologie potentielle des aménagements un peu innovants. Deuxième sujet, ben, on s'est rendu compte, mais ça, on va dire dans la famille de l'aménagement, on le sait très bien, effectivement. En vrai, les enfants, ils font pas exactement ce qu'on a prévu. Et ils n'utilisent pas forcément les espaces tels qu'ils ont été dessinés ou définis. Et donc, il y a notamment, effectivement, avec deux grands sujets qui sont apparus. Tous les petits matériaux, c'est des espaces, il y a eu des usages de jeux qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire que les enfants jouent avec les matériaux, ils jouent avec les copeaux, ils jouent avec les graviers. Enfin, ils font comme dans un square public, en fait. Ils jouent avec le sable, ils jouent avec le matériau. Là où les concepteurs le conçoivent peut-être plutôt comme du paysage, de l'agrément et de la respiration, en fait, les enfants l'utilisent comme des jeux. Et puis, ben, les espaces où il y a des plantes, où il y a des zones enherbées, en fait, peu importe, en fait. Voilà, ils les utilisent et ils les pratiquent comme les autres espaces. Et puis, très vite, le troisième problématique qui est arrivée, c'est la question de l'entretien. Le nettoyage des cours après les récréations, je vais vous montrer des images après, puisqu'effectivement, comme les enfants jouent avec les matériaux, ben, ils les sortent des endroits où ils sont prévus et ils les mettent de partout ailleurs. Et notamment, ça a posé des problèmes assez vite sur des dysfonctionnements techniques. Et on s'est rendu compte, par exemple, que les gamins de maternelle, ils prenaient tous les graviers et ils les mettaient dans les bouches d'évacuation des eaux de pluie. Et donc, en fait, en bout de 2 jours, ils les ont bouchés. Voilà, donc ces petits trucs voilà. Bon, exemple typique, voilà, à gauche, vous avez l'école quelques jours avant sa livraison, donc avec la cour, ça c'est la cour de la maternelle. Et puis vous avez à côté une image de la cour quelques minutes après une récréation, où on voit que ben voilà, tous les matériaux, les petits matériaux qui sont sur les espaces, on va dire, dits végétalisés, ont été complètement dispersés par les usagers, enfin par les enfants dans la cour. Suivante. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet exemple-là, c'est que ça nous a obligés à réagir assez vite. Donc, il y a eu la décision, enfin moi j'ai pris la décision assez vite de dire on va faire une période de test pendant 3 mois avec la communauté éducative pour voir les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas, et puis aussi qu'ils comprennent mieux les intentions qui avaient été données. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'il y avait certains aménagements que la communauté éducative commençait à accepter en disant, oui, là, ça peut être un support de projet pédagogique. Et puis nous-mêmes, on a proposé, on a initié des actions à caractère pédagogique, et notamment, on a proposé que les classes participent à l'entretien et au semis sur les zones herbacées pour qu'ils s'approprient le principe du cycle de vie. Voilà, on plante, après ça pousse, et donc si on veut que ça pousse, il faut pas aller marcher dessus parce que sinon ça poussera pas. Bon, voilà, du pratico-pratique. Sur les détournements d'usage, en fait, donc il y a eu quelques changements ponctuels d'aménagement, et puis bon, est apparue la nécessité absolument de protéger les zones qui effectivement devaient être protégées parce que sinon effectivement elles seraient entre guillemets détruites par l'utilisation concrète des enfants. Et puis sur l'entretien et le nettoyage, donc suppression des matériaux les plus problématiques, on est en train de... On va enlever les gravillons parce que à l'usage c'est trop compliqué et voilà et ça. Et donc pour finir, enseignements généraux, merci Marianne. Ça renvoie à la question effectivement de passer le temps qu'il faut en termes de programmation et de conception. Stéphanie l'a dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'acquis global qui est de dire il faut qu'aujourd'hui, l'aménagement des cours permette à tous les publics, à tous les enfants de trouver leur place. C'est aussi faire société, apprendre la différence entre les enfants.
C'est pas comment dire, la victoire d'un groupe sur un autre, c'est la capacité de chaque groupe d'exister. Après, pas se tromper non plus, il faut pas non plus faire des cours dans lesquels les enfants sont plus en capacité de se dépenser et retrouver de la liberté de mouvement et de déplacement. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait des choses trop pensées et trop construites, à un moment donné, les cours d'école ne vont plus être cet espace de liberté qu'elles sont censées être par rapport au temps d'enseignement dans les classes. La question de la biodiversité ou du paysage, bon voilà, je pense qu'effectivement, il faut absolument les protéger parce que c'est pas spontané et naturel pour les enfants de les respecter. Donc je pense que ça, à un moment donné, faut l'accepter. Et puis donc ce que je disais tout à l'heure, la question de la sécurité. Parce que c'est vrai que voilà, peut y avoir des accidents et je pense il faut quand même traiter ce sujet-là en amont. Et pour finir, deux derniers enseignements. Marianne, merci de passer la dernière slide. Voilà, donc la question de l'appropriation, bon, mais ça, on en a parlé tout à l'heure avec Stéphanie, il faut qu'il y ait une vraie méthode, un vrai process de prise en compte de la maîtrise d'usage aux différentes étapes. Je pense que sur l'expérience là, des premières écoles sur Marseille, je pense il y a un vrai enjeu qui est entre le moment où on fait les vrais aménagements. C'est-à-dire qu'en fait, où avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise choisissent réellement les matériaux et les mobiliers. Parce que c'est pas forcément ceux qui ont été dessinés, c'est pas ceux forcément qui ont été construits. Et donc, je pense qu'il faut pas louper ce moment-là de bien faire comprendre à l'équipe éducative que c'est pas exactement ce qu'ils avaient imaginé qui va être réalisé, parce qu'il y a des réalités pratico-pratiques qui s'imposent. Donc la question de la prise en main est d'accepter, d'adapter les aménagements si besoin, parce qu'il y a des choses qui ont mal été vues. Et puis dernier point, alors je pense que dans d'autres villes c'est mieux fait qu'à Marseille, mais effectivement, bien anticiper la question des besoins d'entretien, parce qu'effectivement, ça s'apparente à de l'entretien d'espace vert. En fait, les aménagements qui sont conçus, donc il faut travailler notamment sur les outillages, et puis il faut aussi réfléchir aux usages pendant les tourneaux scolaires, parce qu'en fait, plus on met de parties végétalisées, et ben, plus il faut les entretenir, et plus il faut se poser la question comment entretenir ces espaces-là pendant les périodes non scolaires, et notamment les grandes vacances d'été, où effectivement un espace vert non entretenu peut tout à fait mourir en été s'il n'est pas entretenu. Voilà pour cette retour d'expérience en accéléré sur une opération. Merci. Stéphanie Kenny, vous accompagnez un certain nombre de collectivités dans leur projet de végétalisation de cours d'école et un certain nombre de difficultés qui ont été évoquées par Vincent. J'imagine que ça vous parle. Et vous, comment vous apportez des réponses et comment aussi la maîtrise d'usage peut permettre accompagnement sur le temps long qui permettrait du coup de passer outre ces difficultés et ces freins qui ont été évoqués. Votre micro est Oui, oui, c'est bon. Pardon, c'était le temps que je raccroche. Et je pense qu'il est utile quand même de rappeler que la cour d'école, elle a été longtemps un impensé, c'est-à-dire que bon, il y avait ce qui était important, le bâtiment de l'école et puis les salles de classe. Et ce qui se passait en récréation, bah, finalement, on s'en préoccupait peu. Et puis quand même une évolution, elle a été donc soit un impensé, soit pensée pour le confort des adultes. C'est-à-dire que l'évolution hygiéniste plus la question de la surveillance facilitée par une société qui pointe la question de la responsabilité de l'adulte, on est arrivé quand même à aménager en 50 ans des cours d'école en parking, quoi. On a enlevé les obstacles visuels pour que d'un seul point de la cour, on puisse surveiller l'ensemble des enfants. On a enlevé le relief. On a enlevé les arbres parce que les arbres, il y a des feuilles qui tombent, il y a des petites branches aussi qui tombent. Donc, si les enfants glissent dessus, ils peuvent tomber. Enfin, on est arrivé à des aberrations. Nous, on a vu des écoles avant l'intervention avec des troncs d'arbres entourés de tapis de gym, avec
on est arrivé quand même à un stade où c'était aberrant. Plus personne savait d'ailleurs pourquoi c'était là, mais c'était là, au cas où. Bon, donc il est quand même urgent de repenser ces espaces-là aussi. Ça me semble indispensable quand même. Sur ce que Vincent évoquait, effectivement, alors la question du bobo et du sale, c'est le grand classique, c'est pas propre à Marseille. Vincent a parfaitement raison. On le voit partout, autant en ville qu'en campagne. C'est les deux sujets qui reviennent au tout démarrage de nos. C'est les deux inquiétudes qui ressortent au démarrage de nos temps de travail. Que ce soit d'ailleurs des équipes éducatives que des parents. La question souvent d'ailleurs, c'est les équipes éducatives qui disent ah non mais ça va être compliqué parce que les parents veulent pas retrouver leurs enfants sales. Alors ils projettent des fois beaucoup de choses. Quand on interroge les parents, alors on fait presque le même sondage dans toutes nos concertations en point de démarrage pour savoir d'où on part. Donc on arrive maintenant à avoir un certain nombre de données à comparer. Et franchement, on est toujours entre 3 et 5% de parents qui considèrent qu'ils devraient récupérer leur enfant dans le même état qu'ils l'ont amené le matin. Ça reste donc une minorité, mais c'est aujourd'hui pour ces 3 à 5% de parents qui peuvent parler très fort et exprimer leur mécontentement que du coup, on prend moult précautions et que on s'empêcherait de créer des espaces où les enfants peuvent créer, s'amuser. Vincent l'a très bien dit, effectivement, les copeaux, alors un, c'est pas salissant, et deux, c'est la monnaie d'échange quand on joue à la marchande, on apprend à compter avec, on les trie, on les tamise, c'est effectivement une source de jeu. Donc ça, la question du sale, c'est quand même très vite évacué, c'est marginal, il faut quand même se le dire. C'est la crainte de tout le monde, mais c'est très marginal. Et la question du bobo, effectivement, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et surtout, quand on démarre cette réflexion autour des végétalisations de cours d'école ou de repenser réaménagement des cours d'école, il y a quand même un petit fantasme de on va faire le jardin de Versailles dans la cour, quoi. Il faut quand même avoir en tête, Vincent d'ailleurs montrait le avant-après usage. Bah oui, une cour repensée, c'est pas forcément une cour jolie avec des buissons taillés à 10 cm, de la pelouse non, c'est un espace qui vit. C'est un espace qui vit et qui vit de manière intense sur des périodes courtes. Quand on a 200 élèves qui sortent sur un espace, forcément, effectivement, ça génère un certain nombre d'effets. Ce qu'il faut aussi avoir en tête et ce qui ressort, hein, c'est que en touchant à la cour, on a un impact sur beaucoup de métiers. On a un impact, effectivement, ce qu'on vise en premier, hein, c'est le quotidien des enfants, leur expérience dans cet espace-là, mais ça a un impact sur l'entretien de ces cours, effectivement. Les collectivités sont parfois obligées de repenser, de se doter, de recruter de nouvelles personnes pour les entretiens de ces cours, parce que là où on passait 10 minutes à souffler des feuilles et à mettre tout dans une poubelle et à repartir, et aujourd'hui, il y a un peu plus de temps qui est nécessaire. Et donc, s'il y a plus de temps, c'est un peu plus d'investissement à faire de ce côté-là. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est l'impact d'après qui n'était pas forcément pensé par les premières collectivités qui se sont lancées, hein. Il faut le dire aussi. Il y a les premières collectivités qui se sont lancées, elles ont un peu essuyé les plâtres. Et c'est aussi grâce à elles et à leur retour qu'aujourd'hui, on arrive à anticiper ce genre d'effet. Donc, ça a un changement sur l'entretien des cours, ça a un changement sur les pratiques pédagogiques, puisque les équipes enseignantes découvrent que, vous l'avez dit en introduction, Marianne, cette cour d'école, elle peut être un support pour apprendre et un complément à la salle de classe et pas une opposition à la salle de classe. C'est pas c'est sérieux, ça se passe dans la salle de classe. Vous sortez, on vous libère, vous faites ce que vous voulez. Non, on peut apprendre dans la cour d'école et différemment. Et pas uniquement des sciences. On peut faire des maths, effectivement, on peut faire de la poésie, on peut faire toutes les matières du programme pédagogique peuvent être développées. Je me suis perdue dans ce que je disais. Oui, un impact sur les enseignants, sur les agents municipaux qui sont très inquiets au départ sur ça va être très salissant l'école. C'est un changement de paradigme à avoir pour tous parce que oui, c'est un peu plus sale à l'intérieur de l'école. C'est pas non plus, on veut pas une école, c'est pas son salon où on marche pieds nus.
c'est un espace qui vit et qui est un peu plus sale. Ça ne veut pas dire des copeaux de bois au sol, ça colle pas sous les semelles et ça salit pas davantage les salles de classe. Donc c'est aussi des schémas de pensée qui sont à revoir, mais ça veut dire que on anticipe aussi dans l'aménagement des réaménagements de cours d'école, des points d'eau dans la cour qui étaient en grande partie inexistants. Donc les enfants passent du temps en aller-retour entre les toilettes et la cour parce que ils courent, ils jouent, ils ont soif, ils vont boire, ils mettent de l'eau à côté du lavabo. Ben, en fait, réaménager ces cours d'école, c'est aussi penser qu'il y a besoin de fontaines dans ces espaces-là. C'est un impact qui est bien au-delà du simple espace de la cour. Il y a des liens dedans-dehors importants et sur les métiers de chacun. Peut-être aussi dire qu'il y avait une question sur l'évaluation et le suivi d'appropriation. Oui, c'est important et Vincent l'a dit, en fait, c'est pas parce qu'on a livré la cour nature que ça va marcher tout seul. C'est des changements de pratique. Nous, on vient réobserver en fait ce qui se passe. On fait un comparatif entre les usages avant réaménagement, après réaménagement. Ce qu'on voit avec, en tout cas, sur la trentaine de projets qu'on a pu accompagner, c'est que la partie dynamique, elle prend toujours de la place. Par contre, il y a une diversité de jeux qui naît. Il y a beaucoup plus d'enfants, il y a une créativité qui se redéveloppe chez les enfants assez forte, avec beaucoup de jeux d'imagination et de création et de manipulation. Et puis, on a des enfants qui sont à besoins particuliers, qui sont porteurs de handicap ou qui sont en recherche de moments calmes, trouvent enfin leur place dans la cour. Et ça, lors de l'évaluation, on a ces témoignages-là d'enfants qui passent enfin un bon moment dans la cour parce qu'il y a des espaces de répit, parce qu'il y a des espaces aménagés en jardin secret, parce qu'il y a des cabanes. Et donc, quand je parle d'évolution des métiers, et l'élément majeur aussi, c'est la question de la surveillance de ces cours qui passe d'une surveillance, on va dire, statique à une surveillance qui doit être active, puisqu'on vient créer de nouveaux sous-espaces, on vient délimiter des zones pour que les enfants aient un petit coin calme avec une cabane. Et bien oui, ça nécessite effectivement une surveillance active et mobile dans ces cours. Donc, ça impacte du changement de pratique pour celles et ceux qui doivent surveiller les cours. Sur les temps périscolaires, ça peut être des agents municipaux, des animateurs, sur les temps scolaires, des enseignants. Et donc, sur l'appropriation, on vient effectivement regarder ces changements de pratique, questionner, dialoguer avec les équipes, et puis surtout, et c'est très important, définir des règles communes. Il n'y a rien de pire qu'avoir une liste d'interdits avant même d'avoir démarré l'expérience. Et Vincent l'a dit très bien, c'est bien de laisser vivre les premiers temps, d'avoir les premiers retours d'expérience, d'en faire le bilan, et puis ensuite de construire les règles collectivement. Parce que les enfants, c'est les mêmes toute la journée, mais si les règles, elles sont différentes avec leur enseignant, avec l'animateur périscolaire, et puis quand ils reviennent pendant les vacances, parce qu'il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont utilisées pendant les vacances scolaires avec une association et que les règles, elles sont différentes dans les lieux, l'enfant, il ne comprend pas toujours. Donc, c'est aussi important de penser tous les temps de l'école et de construire des règles de manière commune. Je terminerai, Marianne, parce que j'ai vu des éléments sur l'ouverture de ces cours d'école sur le quartier, sur le village ou sur la ville. Alors, quand la cour d'école, elle donne sur l'espace public, c'est entre guillemets plus facile de le penser et de le poser sur la table des discussions avec les usagers dès le départ, comme un élément de programme. Par contre, en tout cas en milieu urbain, ce qu'on s'aperçoit que c'est souvent plus difficile. On a beaucoup d'écoles avec des cours en cœur d'îlot, comme Vincent le montrait. Et là, c'est quand même extrêmement plus compliqué d'ouvrir ces cours d'école à tous les publics parce qu'il faut traverser un bâtiment et qu'en termes de sécurité, ça génère quand même d'autres questionnements. Donc, quand elle est ouverte sur l'espace public, quand il y a eu un travail de rue aux enfants, Paris ouvre aujourd'hui ses cours d'école de manière régulière l'été. Lyon a fait une expérimentation l'été dernier dans le cadre du plan canicule sur 2 ou 3 écoles, je crois.
Mais la géographie des lieux ne permet pas toujours de donner accès à ces cours en dehors des temps scolaires, mis à part effectivement avec des conventions d'occupation, avec des associations ou des structures qui utilisent l'espace. Mais pour le grand public, accéder aux cours d'école quand elles sont en cœur d'îlot, c'est quand même plus difficile. Je pense on peut répondre aux autres questions que je n'ai pas vues dans le chat, Marianne. Je vais avoir besoin d'aide. Si vous avez des dernières questions à poser, on avait une remarque notamment tout à l'heure qui réagissait à la question des détournements d'aménagement, mais vous y avez un peu répondu tous les deux, mais qui se questionnait sur en fait, est-ce que ça peut aussi être considéré comme une forme de bienfait finalement, de se dire qu'on peut aussi, que ça donne aussi l'opportunité de détourner des choses qui n'étaient pas forcément prévues à cet effet, et peut-être cette manière de stimuler la créativité des enfants. Oui, alors j'allais dire la maîtrise d'usage, le processus d'associer les usagers à toutes les phases permet d'anticiper un maximum de choses, mais Vincent l'a dit, les enfants ont une source d'imagination et de créativité débordante qui fait que heureusement, ils ont gardé ça et c'est très bien. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Tant que j'allais dire, nous, la règle, on travaille aussi beaucoup. Je parlais du bobo tout à l'heure. On parle beaucoup de la différence entre le jeu risqué et le jeu dangereux. Parce que tant que l'enfant, il ne se met pas en danger, nous, on considère que c'est OK. Quand, par contre, et à contrario, si c'est par ce nouveau jeu une occasion de se dépasser, apprendre de nouvelles choses, tester une autre forme de mobilité, développer d'autres acquis, finalement, il faut accepter ce risque que l'objet est détourné, l'usage est détourné. C'est vrai que la posture de se dire, finalement, les gravillons dans les grilles d'égout, c'est trop compliqué derrière à gérer, donc on les retire. Effectivement, parfois, on est obligé d'arriver à cette solution-là. Avec des enfants maternels, par exemple, ça, c'est quelque chose que, transvaser, ça veut dire qu'il faut leur trouver. En fait, leur besoin, il est de manipuler, de transvaser. Donc, il faut qu'ils puissent répondre à ce besoin-là autrement. Et le fait d'accompagner par de l'AMU l'appropriation des cours, c'est aussi de se rendre compte de ces usages détournés, de comprendre en fait ce qui se passe. Et puis, de faire aussi de la pédagogie, parce que finalement, on explique aux enfants, et Vincent l'a dit, un arbre, c'est vivant, souvent on les plante jeunes, donc ils sont enfants comme les enfants, ils ont besoin de temps pour grandir, et pour grandir, ils ont besoin d'avoir de l'eau qui vienne à leurs racines, qu'on les secoue pas toutes les 5 minutes, qu'on gratte pas qu'on n'enlève pas les bourgeons dès qu'ils ont eu de la peine à sortir. Tout ça, c'est un travail et c'est pour ça que c'est important, ce projet. Il faut que ce soit un projet pédagogique et que l'ensemble des acteurs se saisissent de ce sujet cours d'école comme une opportunité. Finalement, on voit le vivant. Il n'y a rien de mieux qu'une cour d'école pour observer le vivant et pouvoir y contribuer. C'est bien de parler des saisons sur un tableau blanc numérique en montrant que certains arbres perdent leurs feuilles ou pas, mais c'est encore mieux de l'observer dans la cour. Si je peux compléter, je pense qu'effectivement, il y a un vrai changement d'approche qu'il va falloir documenter et on va dire reconceptualiser dans les prochaines années. C'est que, effectivement, je pense qu'on est encore sur l'idée la cour d'école, c'était un équipement statique qui bougeait pas. Et c'est aussi maintenant en train de devenir un espace qui vit, qui doit être en permanence adapté, réparé, reconsidéré, comme quand on change dans une classe, on va changer les luminaires parce qu'à un moment donné, on change les luminaires. À un moment donné, il faut changer la bouche d'aération. Et, et ça, je pense que c'est pas encore, de mon point de vue un peu personnel, je trouve que c'est pas encore acquis. Moi, ce que je vois quand même, c'est que il y a encore la tentation de faire des aménagements définitifs, en fait, de concevoir des aménagements qui sont des aménagements figés et qui ne bougeront pas.
Et je pense que là, il y a Oui, peut-être une petite évolution, on va dire, un peu conceptuelle chez les maîtres d'ouvrage et chez les maîtres d'œuvre en disant non, il faut qu'on conçoive des équipements qui doivent être en capacité de s'adapter et de bouger au fur et à mesure de l'usage qu'on est observé. je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, Vincent. Enfin, c'est quand même la spécificité du sujet chantier de ces cours d'école, parce que finalement, on est quand même on est quand même pris par le temps. On ne peut pas faire des travaux de cours. D'écrouter une cour, ça peut se Oui, faire que quand les enfants ne sont pas là. Donc ouais, c'est l'été vrai. reste la période prioritaire pour conduire ces chantiers-là, mais pour des villes effectivement comme Marseille, comme Lyon, comme Lille, comme Paris, comme Toulouse, comme Bordeaux, l'été ne suffit pas. Et donc, Mm, et puis on plante pas. Par exemple, la période de plantation, c'est pas l'été qu'on l'a fait, donc il faut mm, réintervenir aux vacances de Toussaint ou aux vacances de février. Euh, et donc finalement, c'est quand même pas facile de conduire au vu de la somme d'écoles à faire. L'été ne suffit pas, il faut les conduire sur les périodes de vacances scolaires. Donc parfois, les travaux peuvent durer un peu plus longtemps que prévu. Et c'est quand même une spécificité très forte par rapport à un bâtiment où, au moment où on fait le bâtiment, en fait, conduire des travaux de cours d'école en site occupé, c'est quand même compliqué. Il y avait une question sur est-ce que c'est compatible avec Euh, un marché je de pense que conception-réalisation? Je crois que c'était au oui. début. Euh, ouais, je bon, pense que on ce a sera la essayé. dernière question qu'on Ouais. prendra parce qu'on a un peu dépassé. Mais allez-y pour celle-ci, ce sera notre mot de la fin. Ah, bon, je ne sais pas si c'est si c'est la meilleure. En tout cas, le cadre n'est pas forcément très facile, vraiment, c'est pas le meilleur cadre pour conduire ce type d'opération, notamment pour le temps dont on a besoin en amont et après. Enfin, moi, Bon, eh bien, j'insisterai en tout cas sur la question du processus. C'est démarrer le plus en amont possible et ne pas oublier qu'une fois livré, il y a un travail encore à conduire avec les usagers sur l'appropriation et l'évaluation. eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges vraiment très intéressants et très inspirants. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les personnes qui se sont connectées, le webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Je l'avais indiqué dans le chat tout à l'heure. Et, euh, et voilà. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.